pense qu'il y a un âge pour tout, quoi. Un temps pour tout. Moi, personnellement, je sais, on peut pas savoir qu'est-ce qui vous aide ou qu'est-ce qui vous aide pas. Il y a le gars, il va faire une connerie, il va aller en prison. Peut-être il va en tirer quelque chose de positif ou de négatif, j'en sais rien. C'est difficile de savoir, et peut-être ce que je peux dire, c'est que à propos du hashish, c'est ça, ou c'est une substance qui fatigue et qui crée des illusions dans la tête. Voilà. Donc ça bouffe votre énergie, ça donne pas envie de bouger, ça donne pas envie de réagir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a pas de révolution en France, parce que les gens ils fument trop de hashish. Donc ils devraient le légaliser, comme ça ils seraient sûrs que personne foutrait tout en l'air, quoi. Mais ceci dit, je veux dire, moi quand j'étais môme, j'ai fumé quand j'allais à l'école, avec ma sœur et tout ça, et c'était génial, quoi. Quand on allait à l'école, on prenait le métro, là, on venait de se fumer un joint le matin en partant et tout ça. On se regardait, on était au milieu du métro, on se marrait tout seul, on regardait la tête des gens. Bon, tout d'un coup, on se sentait... Bon, c'était une expérience, je sais pas, ça m'a ouvert aussi sur des... C'était une époque, quoi, les années 60, 70, c'était une époque, il faut être avec son temps, quoi. Donc en fait, en résumé, vous estimez qu'il faut faire comme on sent, Il y a beaucoup de gens qui sont accros à hashish, qui ont un certain âge et tout ça, et moi, il fut un temps, justement, où je passais pas un jour sans fumer et tout ça, et en même temps, j'étais hyper malheureux, je me disais, je me sentais mou, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien et tout ça. Je disais, faudrait que j'arrête, puis j'arrivais jamais à me décider, quoi. Oui, puis un moment, peut-être que... Ben moi, j'ai arrêté de fumer du tabac et le hashish tout. J'ai tout arrêté en même temps, mais j'étais jeune. Les deux sont liés. J'étais jeune. C'est plus dur d'arrêter quand on est âgé que quand on est jeune. Oui. Ouais, parce que quand on est jeune, on a de la ressource et tout ça. Moi, j'aimais bien ça parce que j'avais arrêté de fumer, tout ça. Alors j'étais dans un état spécial. Ça met dans un état spécial. Alors moi, c'est super d'arrêter de fumer. Je suis stone et tout ça. Bon, j'étais content. Parce que chez moi, c'est la propriété de me concentrer. Ouais. Vraiment sur la respiration. Ouais. Également. Donc après, si Donc, j'en abuse pas trop, voilà, exact. je vais pas avoir de maladie de cœur. Puis en même temps, ça fait 20 ou 30 ans que vous fumez ou plus. Oui. Votre corps il est habitué. Alors ce qu'il faut, c'est, comme disait mon maître, contrôler. Ouais. Le petit joint le soir pour vous calmer, ça vous détend, ça vous fait du bien. Bon, allez-y. Je vous dénoncerai pas. Non, mais c'est même pas s'y poser. Non, c'est bien. En fait, c'est un peu une béquille dans la vie, ça. Bah ouais, c'est une béquille, mais vous savez, pour supporter le stress et les angoisses que les gens ont, s'ils prennent pas ça, ils vont prendre éventuellement des calmants ou des... Voilà, et on a à faire face à une angoisse énorme, tout le monde. Même moi, en tant que maître zen, c'est pareil, on n'y échappe pas. Donc, on cherche à négocier cette chose pour pouvoir assumer ses responsabilités, son boulot, sa famille, je sais pas quoi. C'est ce qu'on est venu faire ici, quand même, c'est gérer notre vie. Exactement, mais je vous enseigne pas le hashish. Chacun son moyen, d'abord. Ouais. Non, parce que c'est vrai que le hashish, ça nous a appris, ça nous a fait montrer qu'on pouvait avoir un autre point de vue sur les choses. Vous êtes d'accord? Un autre point de vue, et quand on fume un joint, on est... Mais c'est peut-être pas pire que de prendre... Non, mais ce que je veux dire, c'est que cet autre point de vue sur les choses, il n'y a pas besoin de fumer des drogues ou d'être alcoolique pour l'avoir. L'alcoolisme, c'est pareil. Vous buvez un verre et... Moi, un alcoolique, le matin, il prend un verre, il boit le truc. Ah, mon Dieu, ça fait du bien.
accroché au Temesta ou je sais pas quoi, il a son angoisse qui vient, il se prend un Temesta, il Tu ne toucheras pas le soir sans tes mestins. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut apprendre que pour avoir un autre point de vue sur les choses, ça peut se faire naturellement, soi-même. On peut changer de conscience, d'état de conscience, instantanément, par soi-même. Voilà, et ça coûte moins cher, ça fait pas mal à la santé, ça rend pas fou, au contraire, et donc c'est ça qu'il faut apprendre. Mais pour ça, il faut faire un effort. Faut pratiquer, il faut faire un effort. Voilà. Alors, d'autres questions? À droite aussi, vous pouvez poser des questions. Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Je posais une question depuis longtemps, pour le kiné, les mains en kiné. Une chose que je n'intègre pas, c'est la paume de main verticale par rapport au sol. Et je suis perdue en fait. Horizontal. Horizontale, oui. Il y a ce petit truc-là qui est important, la racine du pouce. Il faut pas mettre le pouce en entier. Il faut mettre la dernière phalange. C'est très pointilleux la posture. La dernière phalange du pouce. Voilà. Et donc ça c'est saillant, ce petit truc-là. Et ça, on le met sous le sternum. Là, il y a un petit creux juste sous le sternum. C'est la position exacte. En fait, les bras, je dis souvent, les avant-bras sont horizontaux. Ils peuvent descendre un tout petit peu les coudes. Ils peuvent être légèrement en descendant. Et donc, c'est important. Donc, si vous vous mettez comme ça, il y a des gens qui se mettent comme ça, mais c'est pas bon. Et cette posture, elle a été transmise depuis le Bouddha, quoi. Et à l'époque, il y a plus de 700 ans, à l'époque de Maître Nyojo, qui était le maître de Dogen, déjà, il y a 700 ans, il disait, je suis le seul à connaître cette méthode, le kinin, dans les temples, ils pratiquent n'importe comment, ils pensent qu'il était dépositaire vraiment du vrai kinin, et ça s'est transmis de maître à disciple, depuis le Bouddha. Donc le truc est gardé vraiment très précisément. Mais c'est le horizontal. Parce que je sens qu'en fait, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être horizontales et que du coup, ça va. Si je me mets. Qu'est-ce qui est horizontal? Est-ce que c'est. Ouais, mais enfin bon, on n'est les pas. phalanges? Est-ce que c'est le mont? Regarde, là, si tu ouvres tes mains, elles sont horizontales. Ah. Tu vois, elles sont horizontales. C'est ça. Il faut laisser les deux mains horizontales. donc. Non, voilà, je lui montre le kinin. Évidemment, on enserre le pouce, on le place vraiment dans le petit creux, mais si on ouvre les mains, elles sont horizontales, elles sont pas comme ça, elles sont horizontales. C'est simple. Donc il y a cet axe-là aussi. Ouais, oui. Alors, voilà, c'est la méthode, c'est la bonne méthode. Autre question? Allez-y. Oui. Encore? C'est la pratique qui permet d'obtenir le bâton. Dans le bâton, c'est normalement dans les temples traditionnels au Japon, le bâton était donné d'office, c'est-à-dire on le demandait pas. On fait son zazen, mais si quelqu'un n'était pas concentré, le maître passait et bam, il lui tapait sur l'épaule, sur les muscles ici. Alors c'est un point particulier d'acupuncture où il y a beaucoup de méridiens qui passent. Il y a le méridien de la vessie, etc., intestin grêle. Et donc, mon maître, quand il arrivait en France, il a commencé à montrer le Kyosaku, etc. Puis comme tout le monde aimait ça, les gens lui demandaient, tout le monde, je voudrais recevoir le Kyosaku et tout, puis lui, il le donnait fort. Bam. Alors donc, il faut bien dégager ce muscle, le trapèze, et donc, bam, vous recevez un coup, ça doit claquer, quoi. Et là, ça fait circuler vraiment l'énergie dans tout le corps, et c'est
très efficace pour pouvoir continuer la méditation si on est un peu nerveux ou si on n'est pas bien. Donc on demande le Kyosaku, et puis un jour le Kyosakuman il vous le donne un peu à côté, sur l'os ou je sais pas quoi. Vous dites bon ben je vais peut-être plus le demander. Non mais c'est une grande aide pour la pratique, ça fait beaucoup de bien, et même pour la santé, c'est très très puissant. Ça vous dégage le foie, les poumons, tout ça. Voilà, ça afflue le sang au cerveau, ça fait beaucoup de bien. D'autres questions? Ceux qui ont fait le cours, qui est-ce qui a fait le cours de Zen? Les cours de Zen? Voilà, vous n'avez pas de questions? Comment ça vous a intéressé le cours? Vous avez appris des choses? Bon, ce texte-là, moi je me souviens plus, je me souviens jamais l'avoir appris par cœur. Donc ce qu'il y a, c'est que on fait pas des cérémonies à tous les zazen dans ce dojo, mais on récite ça tous les matins, même assis. Souvent on reste assis en zazen. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous prenez le papier et vous le lisez en même temps que les autres. Vous le chantez en même temps que les autres. Et à mon avis, ça s'intègre inconsciemment. Un jour, vous le savez même pas pourquoi. Mais il y a des gens qui l'apprennent par cœur. Si c'est une facilité pour vous d'apprendre par cœur, apprenez-le. Donc c'est un très très ancien texte qui appartient à tous les... C'est un texte commun à tout le bouddhisme. Que vous alliez au Vietnam, chez les Tibétains, en Chine, en Inde, tout ça, c'est toujours l'Anya Shingyo, avec peut-être une prononciation un peu différente sur certains mots. Mais c'est un langage qui n'est ni du chinois, ni du japonais, ni du tibétain. C'est un langage zen, bouddhiste. Et c'est l'essence. Ce texte, c'est comme un résumé, si vous voulez, un essentiel d'un sutra très important qui fait 600 volumes, qui s'appelle le Sutra de la Grande Sagesse, et qui a été écrit il y a à peu près 2000 ans en Inde par Nagarjuna, et qui est le résumé, enfin qui est le détail plutôt de tous les enseignements qu'a donné le Bouddha à ses disciples. Donc c'est un concentré de sagesse, et même ce texte, maintenant les physiciens modernes n'ont même pas dépassé sont tout juste en train de comprendre le sens de ce sutra. C'est quoi? C'est le son? Alors il y a beaucoup de choses, il y a le son, mais il y a aussi la signification. La signification, non, on ne la connaît pas. Voilà, il n'y a pas de traduction derrière. Ouais, c'était bien de faire, en fait, de mettre la traduction derrière. Notre temps, on pouvait retourner la page et puis il y avait la traduction. Donc il y a une traduction ici, si ça vous intéresse, de la lire. C'est quand même important de savoir. C'est important, ouais. Mais alors en même temps, dans ce sutra, il y a des mantras, il y a certaines phrases qui sont des mantras. Alors le mantra, c'est la fréquence des mots qui a un certain pouvoir. Donc particulièrement le gyate à la so gyate, c'est un mantra très puissant, etc. Donc voilà, si vous voulez, dans le bouddhisme japonais populaire, ils aiment pas trop faire zazen, ils aiment bien faire des cérémonies, et ils gagnent leur vie avec ça, puisque toutes les familles sont bouddhistes. Et donc s'il y a un défunt, on vient faire une cérémonie, etc. Et les temples peuvent avoir de l'argent. Donc ils ont développé beaucoup les sutras, les cérémonies. Nous, c'est plutôt la pratique qui nous intéresse, la pratique et la transmission de l'essence du bouddhisme. Donc on a gardé un minimum de sutras, de choses traditionnelles, mais on n'en fait pas un excès, vous voyez.
absolument. Voilà, il faut comprendre. C'est ça qui me dérange. Il faut comprendre la profondeur de ce qu'on pratique. Et en fait, nous, notre maître, il nous a rien. En fait, bon, il nous montrait la posture. Donc, nous, on voulait apprendre, il nous montrait, etc. Après, au bout d'un certain temps, il nous dit bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc très important, la respiration. C'est très important dans le zen. Et alors, hop, il nous parlait de la respiration. Alors, on se mettait à le pratiquer. Puis après, il dit bon, pour bien comprendre la respiration, je vais vous chanter un sutra. Vous allez écouter ma voix. Et vous allez pouvoir, rien qu'en écoutant ma voix, comprendre comment on doit respirer pendant le zazen. Alors il chantait Oh Maganya Ramida Shinyo Ganji Zaivo Dajo Jinnanya Ramida Shirogen Rohong Yaigu Noi Zaigu Yakushari Shirigewoi. Il chantait comme ça. Et alors donc il a dit bon bah maintenant je vous chanterai ce sutra après le zazen. Alors évidemment les gens lui ont dit mais qu'est-ce que c'est ce sutra? Ah ce sutra c'est très intéressant, c'est l'essence de 600 volumes de la Nyashingyo et tout. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben d'accord, je vais le traduire. Puis après on lui disait bon et on pourrait pas le chanter nous aussi, apprendre à le chanter? Ouais d'accord. Alors on a commencé à le chanter. Puis en restant face au mur, puis après il a dit bon tournez-vous, je vais vous montrer comment on fait au Japon. Il a commencé à faire la cérémonie, et nous on s'asseyait autour, on regardait. Puis après on a dit on pourrait pas faire aussi, s'il vous plaît, oui d'accord, allez-y. Et en fait c'est toujours nous qui lui avons demandé. Il nous a jamais dit bon faut faire comme ça, il nous a pas assommé de bouddhisterie, mais on a eu envie et donc il nous a transmis l'essence profonde de cette pratique, comme le sampai. On pourrait guérir les gens rien qu'en faisant le sampai, parce qu'on reformate vraiment le cerveau, on le met on accorde la fréquence entre notre cerveau et le centre de la terre. C'est un truc hyper puissant et c'est une médecine. Donc on devrait faire Ça empêche d'être fou. Tout le monde devrait faire ça. Ah ouais, mais quand on commence à dire tout le monde devrait, il y en a qui le font, les musulmans ils le font par exemple. Voilà, donc également c'est vrai, alors on associe le fait de mettre ses mains comme ça à la prière, et puis à l'anzia, les prières, les curés, tout ça. Bon, mais il faut comprendre aussi qu'en joignant ses mains comme ça, ça a un effet sur le cerveau. Ça a un effet sur le cerveau.